année 2010, année de Coupe du Monde en Afrique du Sud. Franchement, je me suis grave ennuyé et ce qui m'a permis de tenir debout au travers de cet été. États-Unis-Algérie. Moi, franchement, ce qui m'a régalé, c'est les playoffs 2010. Parce que c'est vrai, là, le thème qu'on va traiter, c'est les finales 2010 entre les Lakers et les Celtics. Mais toute l'année 2010, hein, elle a été... Franchement, j'ai kiffé. En termes niveau NBA et même au niveau qualité de jeu, entre secteur intérieur, secteur extérieur, diversité offensive, également densité défensive également. Franchement, pour ça, moi, j'ai bien aimé. Et par rapport à la finale 2010... Franchement, ça a été la finale que j'ai le plus aimé depuis la finale 2004. Hein. Depuis les playoffs 2004, ça a été la finale que j'ai le plus regardé. Même encore aujourd'hui, je me tape encore dans les heures perdues, je me tape encore les Lakers Celtics 2010. Frère, il y a 2 jours, je me suis tapé ça il y a 2 jours. C'est incroyable. C'est trop. Ouais. Le niveau, le public, l'attrait, le suspense, tout le monde kiffe. Boston Lakers. C'est ça. Voilà, simplement un classique. C'est un classique de la NBA. C'est ça qui est génial. C'est un revival des années 80. Ouais. On a eu en plus la finale 2 ans avant où les Lakers perdent. Ils se font frapper, ils se font gonfler. On perd, calmons-nous. On perd, ça arrive. Ils sont gonflés. On perd, ça arrive. Il y a des raisons. Et d'ailleurs, une des différences entre 2008 et 2010, c'est Bynum. Bynum apportait de la dissuasion et on sait que le secteur intérieur de Boston est un point fort. Kevin Garnett, Perkins. Tu m'étonnes. Odom Gasol, c'est léger. Pour en plus, Gasol, c'était sa première finale NBA. C'était léger. Qui? Gasol. Deuxième, après le 2009. Ah oui, 2009. 2009, il est champion NBA aussi. Oui. Mais tu parles de Bynum, mais il y a aussi la présence de Ron Artest aussi. Non, mais je te parlais en 2008. Gasol, sa première finale en NBA en 2008. Oui, ça c'est vrai. Fan des Pacers. Mais quand t'as dit que le changement... Quand t'as parlé du... C'est ça. Après, quand t'as parlé du changement moi, avec 2010... Par rapport au changement 2008-2010 pour les Lakers, c'est la présence également de Ron Artest en défense, justement, face à Paul Pierce, qui avait été élu MVP des finales 2008 et qui avait en face de lui, en 2008, Radmanovic. Là, t'as Ron Artest. C'est pas pareil. Il vient avec comme mission de restreindre le niveau de jeu de Paul Pierce. Tout à fait. Et il a réussi. Totalement réussi. Parce qu'on peut critiquer Ron Artest, hein, mais pour le coup, Ron Artest, c'était un putain de défenseur. Mais magnifique. Mais un chien comme on en fait sur le magnifique. terrain. Mais c'était un joueur des années 2000, mais plutôt un joueur qu'on très dur sur l'homme. Très dur sur l'homme. Fin des années 80, début des années 90. Hein, mais facilement. Déjà, physiquement, ce mec, il fait 2m3 pour 115 kilos. Ah mais c'est un monstre. Entre grosse densité physique. 115 kilos. Grosse densité physique. Mais vous imaginez pas le bœuf que c'est ce mec-là. Et par rapport au final NBA, il faut quand même noter... on va dire les forces en présence. Moi, je commencerai avec Boston parce que moi, je suis un crack de l'Est, hein, d'accord, par rapport à l'Ouest. Alors, Boston sort... Parle de l'intersaison, il se passe quoi? Il recrute qui? Quoi qui change? Boston. En 2010, en fait, il faut savoir que Boston récupère Kevin Garnett qui a eu une grosse blessure au cours de la saison 2009, qui a cassé une certaine dynamique. Boston ne va pas en finale. Pour moi, c'est pour ça qu'ils ne vont pas en finale en 2009. Tout à fait, ils ne vont pas en finale. Il fait meilleur que le Magic, faut le dire. Tout à fait. Il avait un gros Dwight Howard en face, donc voilà, c'est ce qui a fait la différence. Et Kevin Garnett, c'est l'âme de la défense de Boston. S'il n'y a pas Garnett, Perkins est beaucoup moins fort. On est d'accord. Garnett, leader défensif de cette équipe, parce que Paul Pierce est de l'autre côté pour scorer. Leader vocal dans la communication aussi. C'est le leader du vestiaire concernant les Celtics. Même si la saison 2010 est assez difficile, ils finissent 3e à l'Est au niveau du classement. Après le All-Star Game, ils 4e, je crois. Ils sont devancés par les Cavs. Alors le premier c'est les Cavs, 2e Magic, 3e les Hawks et donc 4e les Celtics. Les 3 sont des favoris parce que les Cavs, on se rappelle, c'est la dernière année de contrat de LeBron James, donc il faut gagner pour le garder. Tout à fait. Et en plus, il recrute Anthony Parker, Jamario Moon, Anton Jamison. Oui, et aussi Léon Poe qui a gagné la NBA en 2008. Donc on ramène quelqu'un qui a déjà gagné la NBA et qui peut avoir un rôle dans le vestiaire. En saison régulière, c'est 61 victoires aussi. Hein. Oui, les Cavs sont favoris. C'est très solide cette saison. Ils sont favoris. Orlando aussi fait une très bonne intersaison en signant Vince Carter à la place de Edo Turkoglu. Il ramène Ryan Anderson dans le style de jeu de Stan Van Gundy, ça fait parfaitement. C'est un intérieur qui aime bien stretcher et laisser Dwight Howard tout seul dans la raquette. Peinture, tout à fait. D'ailleurs, quand on regarde les finales 2009, il y a Dwight Howard, il est tout seul dans la peinture, les 4 autres sont derrière la ligne à 3 points. Exact. 50 victoires aussi pour le Magic. Hein. Oui. Donc c'est quand même une saison très solide. Hein. Il ramène aussi Brandon Bass qui sort de 2 grosses saisons, deux grosses entre guillemets, 2 bonnes saisons à Dallas. Ouais, Dallas, ouais. Et il y a aussi les Spurs qui est un favori à l'Ouest. Il ramène Richard Jefferson pour former un quatuor.
Ils ramènent aussi. Non, ils ont aussi des seconds couteaux comme des Joan Blair, George Hill, Blair, qui est une surprise en tant que rookie. Il y a qui encore? Il y a Roger Mason, Matt Bonner. Donc ils ont aussi une seconde unité comme tous les ans, les Spurs à ce niveau-là, il y a pas à se plaindre là-dessus concernant le niveau des Spurs. Maintenant, il y a également d'autres forces que ça côté ouest, pardon, parce que t'as les Suns. T'as les Suns aussi après les Suns c'est assez délicat parce que ils perdent Shaq aussi, qui n'était pas forcément très leader non plus, qui était pas forcément qui arrive à la fin, qui arrive à la fin. Amare Stoudemire qui continue toujours à scorer autant. Il arrive blessé aussi. Amare Stoudemire qui est toujours aussi percutant, qui a été une force de la personne pour offensive. C'est ça. Ils avaient personne pour sauver, on va pas dire Richardson, Dudley, etc. C'est pas un défenseur. Grant Hill. Oui, mais Grant Hill, il est entre guillemets, c'est pas le Grant Hill. C'est léger. Bien sûr, il y avait personne pour stopper Kobe. Il a 37 ans, non, en plus, cette saison-là, il me semble. Il est très vieux quand Grant Hill. Je crois qu'il a 36 ans. Les Lakers sont ultra favoris pour gagner l'Ouest, en effet, parce qu'ils sortent déjà du titre gagné en 2009 et en playoff 2010, concrètement, ils vont tout ravager côté Ouest. Et côté intersaison des Lakers, on perd Ariza. Qui était un joueur qui montait en force, et d'ailleurs son contrat à Houston s'est avéré qui a été repris. Il s'est avéré plus petit que celui que proposaient les Lakers, et donc on le repasse par Ron Artest. Finalement, les Lakers sont totalement gagnants. Sont gagnants. La seule interrogation, c'est est-ce que Ron Artest, c'est un mec qui met 18 points par match, est-ce qu'il va être capable de laisser des shoots? En tout cas, est-ce qu'il va être capable de comprendre que son rôle, c'est de s'adapter, de comprendre que son rôle est plus défensif que offensif? Déjà, il s'adapte. Alors déjà, il faut prendre en compte par rapport à Ron Artest qu'il doit s'adapter au jeu en triangle aussi, déjà. Il faut qu'il s'adapte à l'attaque. Et c'est pas gagné avec Ron Artest. Non. C'est pas gagné. Il y a un peu ce parallèle avec Dennis. Je fais un peu ce parallèle avec Dennis Rodman, un peu quand il recrute Ron Artest. Totalement. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais fait le rapprochement, mais par rapport au. Après Rodman, je pense qu'il avait plus, à mon avis, d'écart psychologique que Ron Artest. Oui. Mais il y avait un challenge. C'est vrai. Il y avait un challenge. Ron Artest, quand même, il a quelques déboires hors du terrain. Oui, il en a. Mais c'est pas pareil que Rodman, qui lui, c'est vraiment sur la continuité où t'as l'impression que ce mec est. Problème de concentration psychologique. Il est. Mais par contre, quand il est, Rodman. Mais c'est une maladie. Concentration. Quand j'ai problème de concentration, c'est une maladie. Il a une maladie. Bon, pour boucler la boucle avec Rodman, c'est vrai que Artest se rapproche quelque part, mais en tout cas, par rapport à ça, il fallait qu'en effet qu'il s'adapte au jeu Lakers. Et il dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a dit qu'il se mettrait au service de Kobe Bryant. Parce que donc là-dessus, c'est vrai qu'il faut quand même lui tirer son coup de chapeau, de pouvoir abaisser son ego. D'ailleurs, à la fin, il dit merci à Kobe de m'offrir la bague. Exact. Merci, c'est grâce à toi. Exact. Je serais même prêt à jouer le rôle d'une serpillère, un truc comme ça. Il avait parlé de ça pour rentrer dans le moule des Lakers et enfin soulever sa bague. Alors, et donc aussi, il vient. Donc, il vient pour les tâches défensives, pour faire son travail de sap, et pour soulager Kobe, on va dire qu'il commence à vieillir, commence à avoir des pépins physiques, tu vois, c'est les années où il a été très mis beaucoup à contribution. Bien sûr. Donc voilà, donc on veut le soulager, on veut qu'il se concentre plus sur l'attaque que sur la défense, et Ron Artest va l'aider. Alors les Lakers finissent premiers à l'Ouest, Yes, avec 57 victoires, il me semble. Il rencontre le Thunder au premier tour de playoff. C'est ça. C'est pas facile, hein. Non, c'était pas facile. Kevin Durant qui commençait déjà à arriver. Westbrook aussi, qui apportait un peu de fraîcheur physique. Surtout pour Derek Fisher, c'est difficile de défendre sur des. Mais c'est même pas lui qui défend sur. C'est Kobe Bryant, je crois, qui défend sur Westbrook, je crois. Pour moi, c'est Derek Fisher qui défend sur Westbrook. Oui, en tout cas, ce qui se passe, c'est que les Lakers s'en sortent 4-2. Ok. 4-2. Et ensuite. Après, ils sweep le Jazz. Oui, pour la troisième année consécutive. Ensuite, ils rencontrent les Suns en finale. Et en finale à l'Ouest. Et après, donc, le fameux match, le Classico. On arrive Classico. On arrive aux Celtics. Alors maintenant, par rapport aux Celtics, côté playoff, premier tour. Ils sortent le hit de Miami. Je crois que c'est un 4-0, je crois, un sweep aussi. 4-1, d'accord. 4-1, ensuite les Cavs. Et ça, c'est une surprise quand même. Alors oui, en effet, c'est une surprise parce que c'était une série qui était quand même très disputée. Les Cavs partaient favoris, mais l'expérience des Celtics ont fait la différence. Ils gagnent 4-2. Ok, avec un Rajon Rondo exceptionnel. Rajon Rondo qui nous a tous impressionnés. On l'appelait futur triple-double, leader en tout cas de l'équipe au niveau offensif, au niveau de la gestion de l'équipe de Boston. Et ensuite, en finale de conférence, ils sortent le Magic en menant, je crois, 3-0, je crois, en plus. Ils ont mené 2 à la fin. Il y avait une vraie domination. Franchement, ils n'ont pas existé en face, le Magic. C'est ça. Et Kevin Garnett. C'est ça. Ah non, mais ça, de toute façon, c'est l'âme de cette équipe des Celtics. C'est sûr. Alors maintenant, on arrive directement à la phase finale NBA. Bon, concrètement, pour vous, qui était favori? Honnêtement,
Honnêtement, les Lakers. Pour moi, Boston était favori dans le sens, ils ont défensivement, c'est plus costaud. Il y a des joueurs capables de défendre en 1 contre 1 sur tous les postes. Et ils ont surtout une arme sur le banc qui peut limiter Kobe, c'est Tony Allen. Oui. Ils ont Tony Allen. Et je trouve que même Tony Allen, le long de la série, il fatigue Kobe. C'est pour ça que Kobe fait un 6. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles Kobe fait un 6 sur 24 dernier match. Tony Allen a fait un très gros travail sur Kobe. Pour le coup, c'était les Lakers parce que je trouvais qu'il y avait une forme de montée en puissance et de domination dans ces séries de playoffs où en plus ils étaient là un peu aussi en mode on veut se venger de 2008. Revanchard, tout à fait. Surtout un mec comme Kobe où on connaît un peu sa tocade et sa folie de revanche, d'essayer toujours de prouver. Tout le temps. Et voilà. Et c'est pour moi. Alors, je dis même pas ça en tant que fan. C'était vraiment en tant qu'observateur en disant. Ok, je pense que là, c'est les Lakers, ils vont arriver en mode. Mais vraiment. Moi, j'étais pas si sûr que ça parce que même Gasol, son match-up avec Garnett, là, c'est facile de parler maintenant, mais avant le match, je me disais que Gasol, il va encore se faire boire par Garnett. Alors, parce que il a toujours cette étiquette de soft guy. Il a en 2000, il s'est fait bouffer mentalement et physiquement par Garnett. Ouais, mais 2 ans sont passés. 2 ans sont passés, exactement. 2 ans sont passés. Il y a eu le titre en 2009. Pour répondre à cette question-là, moi je dirais que les Lakers sont favoris, non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce que les Celtics sont plus faibles, je dirais même moins forts qu'en 2008 et surtout 2009, d'où l'absence de Garnett. Pourquoi ? Parce qu'au cours de la saison 2010, il y a pas mal... qu'en 2009, pour toi, c'est ce que tu disais. Non, j'ai dit que les Celtics étaient moins forts. En 2010 qu'en 2009 ? Oui. Pourquoi ? Enfin, déjà en 2009, il y a la blessure de Garnett, ok, qui baisse déjà le niveau d'intensité. Même s'il y avait en Garnett 2010, à 100%, c'est ça. On aurait pu avoir une meilleure équipe des Celtics. Totalement. Et surtout en 2010, j'insiste bien, les Celtics ont pas mal de blessures au cours de la saison. Kevin Garnett ne saute plus au rebond, il se fait bouffer. Moi, j'ai regardé plusieurs fois Kevin Garnett pendant tout l'élan de ces années 2000 et Kevin Garnett a fini 4 fois meilleur rebondeur en NBA. Donc le voir en finale 2010, commence à être sur le déclin physique. Les genoux commencent à faire très mal et c'est normal. 2 ans, 3 ans après, il fait une saison à 7 points, 7 rebonds. Donc c'est vraiment là, on commence à être sur le déclin. On arrive à la fin, on est d'accord. Donc c'est encore on est sur le déclin. Je suis bien placé pour savoir. Non, mais là c'était fini. Garnett n'était pas là pour ça non plus, pour performer. Mais en tout cas, par rapport aux forces en présence, moi je dirais plus que les Lakers étaient supérieurs, surtout au niveau du banc, surtout au niveau du scoring du banc. Shannon Brown, Sasha Vujacic et Lamar Odom bien entendu, parce qu'il ne fait pas d'équivalent. Il fait pas des grosses finales en termes de scoring. Non, il ne fait pas une grosse finale, mais en tout cas au niveau intrinsèque, les Lakers partent avec un peu plus de force, et notamment la présence d'Andrew Bynum enfin de la peinture. Bien sûr. Pour faire face justement, parce que pour faire face à Kendrick Perkins, qui est un défenseur pivot très performant. Et pour soulager Gasol aussi, parce que Gasol, c'est difficile. C'est difficile d'avoir Perkins et Garnett à combattre en dessous du panier. Alors de manière pratique, maintenant le Game 1 remporté par les Lakers 102-89, un match dominé notamment en rebond. Moi j'ai des chiffres assez pertinents, 42 rebonds contre 31. D'accord. Et j'ai Pau Gasol qui en effet au niveau des statistiques, au niveau de cette finale 2010 a été excellent. Franchement, c'est le MVP des finales officieux. Oui, bien sûr. Il y a un. Je dis pas bien sûr. Pour toi, c'est le cas. Bien sûr. Officieux. Pourquoi officieux ? Pourquoi tu irais jusqu'à dire MVP ? Officieux, parce que je trouve qu'il a dépassé ce côté un peu wingman, un peu second, tu vois, genre allié de Kobe. Il est pas lieutenant. Tu veux dire qu'il est pas lieutenant. Voilà, c'est chercher le mot effectivement. Il est moins lieutenant qu'en 2009 par exemple, ou même en 2008. Bon, il perd en 2008, mais en 2009, je trouve qu'en 2010, il y a plus des matchs de Pau Gasol. Et on va en parler tout à l'heure, de toute façon, son match 3. C'est le match de Pau Gasol. Et on aurait pu peut-être moins le voir. Pas que de Pau Gasol, le Game 3. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'impose, tu vois, comme peut-être dans certains matchs, comme une vraie arme offensive, quoi. La vraie option numéro 1 de cette équipe. Alors, un bis peut-être, mais pas un. Peut-être, un bis, déjà, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est normal. Mais quand t'es à côté de Kobe, c'est énorme. C'est le deuxième salaire du club. Mais t'es à côté de Kobe. Attends, le premier game, il finit avec 23 points, 14 rebonds. C'est déjà quand même pas mal. Très fort. C'est très fort quand Perkins et Garnett, c'est très fort. Ah ouais. Mais Garnett ne saute plus. Perkins ne saute plus. En fait, il faut comprendre que. Oui, mais même derrière, t'as Glenn Davis, t'as Rashid Wallace, t'as des mecs qui. Mais en fait, il faut que vous compreniez que les Celtics en 2010, au niveau du rebond, pendant toute la série des playoffs, ça a été très, 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 très compliqué. Les Celtics shootent
très bien, défendent très bien. Mais au niveau du rebond, mais ça a été la clé concrètement par rapport à cette finale. On va aller dans les stats après. Non, c'est aussi les coups. C'est jouer contre Glenn Davis, Wallace, c'est ce que Garnett. C'est ce que je dis. C'est prendre des coups. C'est ce que je dis. Gasol, il est pas super à l'aise avec ça. Mais c'est pour ça que Gasol a fait un gros effort au niveau du rebond. Et donc, rebond veut dire également combat aussi. On est d'accord là-dessus. Et là-dessus, je Parce qu'il y a Bynum. Parce qu'il y a Bynum. Entre autres, oui. Mais même Bynum, oui, en effet. Oui, parce que Bynum l'aide par son combat physique aussi à ce que Gasol prenne les rebonds. Il a un meilleur niveau qu'en 2008-2009, c'est vrai. Et alors maintenant, pour le Game 2, tu as... alors, il faut parler de Ray Allen. Hein. Le Game 2 qui... Alors, gagné par Boston 94-103. Première défaite des Lakers à domicile au cours de tous les playoffs. Hein, c'est la première. Une performance exceptionnelle de Ray Allen. Hein. Je crois qu'il a 8 sur 11 à 3 points. Une première mi-temps à 7 sur 7 à 3 points. Où il fait un record. Exceptionnel. Franchement, on n'avait jamais vu ça. Et surtout, ça fait du bien de voir un peu une autre personne. Que Paul Pierce en attaque offensivement porter un peu les Celtics. Moi, j'ai jamais pas. Franchement, il y a aussi Rondo qui contribue énormément à sa performance. Mais il fait un triple-double, très bonne remarque, hein, Rafik. Hein, il termine avec 19 points. C'est là qu'on se rend compte. 19 points, 12 rebonds et 10 passes. Vraiment, dans cette finale, je me suis dit, mais il a vraiment une énorme lecture de jeu, ce magnifique. Ouais, vraiment une énorme lecture de jeu. Il s'est vraiment imposé comme vraiment le 4e larron de cette équipe pendant ces finales. Tu vois, on l'a moins vu en 2008 et vraiment en 2010, on a beaucoup plus vu Rondo. Chaque brèche, il était là. Totalement. Rondo. Et en plus par son apport défensif aussi. Oui. Ce côté un peu nasty, tu vois, qu'il peut avoir, ça a été clair pendant ces finales, je trouve. Mais d'ailleurs, en parlant de Rondo, Kobe Bryant défendait sur lui au cours de ces finales 2010 et pas Derek Fisher. Derek Fisher s'occupait de Ray Allen au niveau du jeu sans ballon, au niveau de l'appel de balle de Ray Allen qui joue avec les grands. Jeu sans ballon, Ray Allen est exceptionnel là-dessus. Ça se vu au cours de ce Game 2. Et Rajon Rondo, en effet, c'est une nouvelle plaie que les Lakers doivent se taper au cours de cette finale. On revient à cette performance de Ray Allen, mais le gars, quand il shoot, c'est magnifique. Le mec, le gainage, quand il saute, c'est droit. Après un mouvement, c'est droit quand il saute. Tu sens que c'est travaillé. Fessier, tout mollet. Tout est prêt. Tout est prêt. Et... Coordination, œil-main, tout est prêt. Quand ton nickname c'est Jesus, déjà. Ouais, déjà. Voilà. Tu sens la pureté déjà dans le geste, dans tout. Enfin, tu vois, après les Celtics l'ont appelé Judas quand il est parti au Heat pour rejoindre LeBron James. Pour ça, je l'ai rejoint un petit peu vu le contexte. Ok. Maintenant, Game 3, premier match aux Celtics. Premier match justement à Boston, au TD Garden, stade mythique, et gagné par les Lakers sur un score de 84 à 91 pour les Lakers bien entendu. Alors un match totalement nul de la part de Ray Allen, 0 sur 13 au shoot. 0 sur 13 au shoot. Alors après il y a une petite fleur aussi, Lamar Odom. Il fera 14% sur le reste de la série à 3 points. Voilà. On peut comprendre déjà un bas qui blesse en plus de Boston, en plus du rebond. Et on a aussi Mister Odom qui sort avec 12 points. Est-ce que vous avez des grosses performances par rapport à ce Game 3? Parce que hormis le shoot de Gary Fisher, alors moi je crois qu'il y a Kobe Bryant aussi. Hormis le shoot de Derek Fisher, pour moi son 4e carton il est fou à Derek Fisher. Oui, déjà. Le layup avec la faute, où t'as les 3 mecs qui essaient de le contrer, il met le layup avec la faute. Dans le 4e carton, il met des shoots, des gros shoots. Il met 11 points dans le dernier carton. Il met 11 points. Et il est responsable en partie du 0 sur 13 de Ray Allen. Il fait un gros travail défensif sur Ray Allen. Le Game 3, pour moi, c'est Derek Fisher. Il termine en pleurant le match. Il termine en pleurant. Je m'en souviens d'image où il crie après la victoire et tout. Il termine en pleurant. Mais en plus de ça, moi, ce qui m'avait étonné au cours de cette finale-là, c'est que les Lakers avaient montré une toute nouvelle image que j'avais pas vue en 2008 ni en 2009 avec une opposition du Magic. Bon, c'est honorable qu'il soit là, mais on sait qu'il n'avait pas le niveau. Et par rapport à la finale 2010, notamment le Game 3 à Boston, on n'avait pas vu les Lakers avec autant de dureté. C'est exactement ça. Cette finale, franchement, moi personnellement, j'ai aimé. Ils ont répondu au défi physique. C'est une finale vraiment que tu retrouves dans les années 80-90. C'est des petits scores quand on voit cette victoire-là du match 3. Ce sont des petits scores, mais c'est des matchs d'une intensité défensive. L'atmosphère est étouffante. Mais c'est extraordinaire. Magnifique. C'est étouffant. Chaque panier, c'est une célébration. C'est une libération, exactement. Dans les tribunes, c'est une libération. Mais c'est dur de marquer un point. Voilà. Bien sûr. C'est dur de marquer un panier. Et Kobe Bryant finit avec 29 points, 7 rebonds et 4 passes au cours de ce match-là. Et il fait un 3e quart-temps exceptionnel encore une fois. Pourquoi? Parce que Kobe, encore une fois, cet aspect de revanche qu'il a, il la manifeste durant toute la série. Et son face-à-face avec Ray Allen, pour lui, c'est encore une fois une affaire personnelle. Parce que Ray Allen et Kobe Bryant sortent de la même draft en 96. Ok, donc là, il retrouve quelqu'un
qui est de sa génération. Et encore une fois, il y a aussi de l'autre côté Kevin Garnett, qui retrouve après les affrontements qu'ils ont eu à l'Ouest, qui ont été remportés bien entendu par les Lakers. Mais Kobe a affaire, c'est concrètement une affaire personnelle pour lui. Et ce qui est bien, c'est que les Lakers ont compris cet aspect-là, et ça s'est vraiment vu au cours de ce Game 3, qui franchement est un match quand même très important. Ouais. Parce qu'il y a 3 matchs à Boston. C'est ça. Boston récupère l'avantage du terrain et peut finir chez eux en gagnant les 3 matchs chez eux. Exact. Donc ça oblige Boston à retourner encore une fois sur le terrain des Lakers, retourner à Los Angeles. Même deux fois. Tu parlais d'une grosse performance. Pour moi, je parlais tout à l'heure, c'est pas Pau Gasol. Au-delà des stats où il est le seul à faire un double-double, il me semble à... J'ai les notes sous les yeux. Il est à 13 points, 10 rebonds et 4 passes. Au-delà de ça, je trouve que c'est son implication défensive et l'impact qu'il met dans son jeu, où justement, on le dit depuis le début, il a une réputation de soft. Dans ce match-là, moi, c'est ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que j'ai vu un autre joueur. J'ai vu vraiment le Pau Gasol avec, vraiment, je te dis, le goût du sang, quoi. Les yeux remplis de sang en disant, je ne laisserai pas me faire écraser. Et c'était vraiment l'âme de ce Game 3, je trouve. C'est pour ça que tout à l'heure, j'en parlais. J'ai adoré Pau Gasol dans ce match. Alors ça peut être un moteur, c'est vrai. Pour le Game 4, un match, encore une fois, exceptionnel, que les Lakers ont commencé à dominer, mais la victoire est revenue à Boston. À 96-89. Avec encore des scores serrés, c'est des scores bas. 96-89, c'est bas. On retourne dans la NBA début des années 2000, fin des années 80, c'est génial. C'est ça, et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est l'apport du banc des Celtics qui ont gagné 36 points à 18 face aux Lakers. C'était pas donné parce que les Lakers avaient en effet, selon moi, plus de force au niveau du banc que les Celtics, notamment au niveau du scoring. Et on a un Baby Glenn Davis qui finit à 7 sur 10. Je sais pas si vous vous souvenez de l'image où il marque un 2+1 et il commence à crier. Il bave, il a bavé. Il crie. Mais en fait, toute personne qui aime le sport aime ça. Tu sens en plus que ce point-là, mais le cri, mais même tout le monde est chaud. Tout le monde, mais même quand tu regardes le désarroi des Lakers au cours de ce match-là, parce que c'est beau. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le banc des Celtics de Boston qui permet concrètement la victoire des Celtics au cours de ce match-là, donc d'égaliser à 2 partout. Tony Allen défensivement, Rashid Wallace, exceptionnel. Nate Robinson, Nate Robinson à 12 points. Donc franchement, les Celtics, les Coronesses, comme on aime les dire, là, ils les ont sortis, mais autres que les personnes qu'on attendait. Pour le coup, ils les ont posés. Ray Allen toujours absent. Toujours. Mais concrètement, ça a été une super finale. Et Kobe Bryant qui finit avec 7 ballons perdus. Mais c'est ce mais ça arrive. Il y a Tony Allen en face, il y a Paul Pierce, il y a Ray Allen. Parce que, en fait, c'est pas que Tony Allen qui s'occupe c'est un système défensif. C'est un système où totalement. Toutes les 5 minutes, c'est un nouveau mec qui va défendre sur Kobe. Exactement. Il s'est fait user, Kobe. Et en vrai, quand tu prends du recul, il fait une vraie finale NBA, Kobe. Mais ça a été très dur. Ça a été vraiment très très dur. D'ailleurs, lui-même, il le reconnaît que ça a été l'adversaire le plus difficile que j'ai affronté en finale en termes de cas. Alors pas même les Celtics de Boston. Il parle des Celtics en général. Il dit que ça a été des adversaires les plus, un grand respect qu'il a pour ses adversaires. De toute façon, on voit dans sa célébration de fin, lorsqu'il remporte le Game 7, il est là, il va même pas marquer, il balance le ballon, il va courir vers le panier et il balance le ballon. On sent la libération. La libération totale. La libération. Comme 24. Alors pour le Game 5, victoire des Celtics encore une fois, donc le dernier match de Boston au cours de cette série, victoire 92-86 avec un Kevin Garnett qui enfin commence à jouer au travers de cette finale parce que ça a été difficile pour les 3 premiers games. Et il finit avec 18 points, 10 rebonds et 5 interceptions. Ça prouve encore une fois la force défensive dont tu parlais, Rafik. Le match 6, on va passer assez vite là-dessus. Match 5, t'as quand même Kobe à 38 points. Oui, malgré tout, en effet. On va passer vite dessus, mais il y a quelque chose qui se passe le match 6. Il y a quelque chose qui se passe le match 6. Match 6, la blessure de Perkins. Blessure de Perkins. La blessure de Perkins. Et qui coûte cher. 89-67. Qui coûte cher. Ce fond, mais marcher dessus. Alors pourquoi coûte cher. Perkins, pas au niveau des points. Ah non, bien sûr. Oui, mais c'est une dissuasion. C'est une dissuasion. En moins, on est d'accord. Et c'est une dissuasion et ça permet aussi aux autres joueurs de pouvoir mettre plus de pression sur les joueurs de Lakers. Parce que si je te mets de la pression, c'est parce que je sais que derrière il y a un mec comme Perkins, il va te contrer. Et le fait qu'il n'y ait plus Perkins, tu dois un peu desserrer cette défense. Tout à fait. Alors il y a une victoire 89-67 des Celtics de Boston qui ont alors des Lakers qui ont dominé tout le match. Qui ont dominé tout le match. Match 6 maintenant, le match 7. Alors le score est déjà très faible, 83-79. C'est un match. Ce match-là, franchement, il y a une pression. Mais je me souviens d'être devant ma télé. Mais on était tous là. Il y a 4 points de suite pour une équipe, temps mort, direct. C'est ça. Temps mort. C'est ça. Tu prends 4 points, tu prends temps mort. Alors la première mi-temps, les Lakers vont dominer les Celtics au rebond, mais ça va être
Les rebonds offensifs, c'était trop. Déjà, Kobe Bryant finit avec 15 rebonds ce match. Un joueur qui joue au poste 2. Ça peut vous dire à tel point que les Celtics étaient dominés physiquement enfin. Match 6, il prend combien de rebonds au match 6 ? Je pourrais pas répondre à cette question. Alors, je crois qu'il prend plus de 10 rebonds au match 6 aussi. 10 rebonds, mais en tout cas. Je crois qu'il fait 11 rebonds, je crois, au match 6. En tout cas, moi, je sais que les Lakers ont gagné 52-39 le match 6 au niveau du rebond. Et je crois qu'il a pris 11 des rebonds au match 6. Je vais te dire, j'ai les chiffres sous les yeux, mais continue à parler. Je vais vous dire dans 2 secondes les chiffres de Kobe au rebond. Il est à 11 rebonds. Et pour le match 7, il finit avec 15 rebonds à 29 points. Et Gasol finit avec 19 points et 18 rebonds. 53 rebonds pour les Lakers contre 40. Donc on comprend que cette série se joue au rebond. Dès le premier quart-temps, les Lakers remportent cette bataille au rebond. Mais c'est Boston qui... Post-score, exactement. C'est Boston qui mène jusqu'à plus 13. Hein. Ouais. On va parler alors moi j'aimerais parler d'un monsieur qui, encore une fois, fait preuve de beaucoup de sagesse. C'est Phil Jackson. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, les Celtics de Boston mènent de 15 à 16 points. Et il y a temps mort, on est au 3e quart-temps. Et en fait, Phil Jackson dit à la fin de ce match-là que malgré le fait que les Celtics menaient au score, j'avais pas de pression en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important qu'il faut noter dans le sport, dans le basket en général, c'est le momentum. C'est-à-dire tourner cet avantage psychologique, cet avantage spirituel en ma faveur, afin de tourner les circonstances pour moi en fait. Et les Lakers, au cours du 4e quart-temps, finissent, on va dire, avec l'énergie de la rage de la victoire. Et le panier de Ron Artest à 3 points, personne ne l'a vu venir. Personne. Même lui. Personne. Il lève les doigts, il commence à embrasser en l'air comme ça. Je me souviens toujours cette image-là. Mais même moi-même. Et ce n'était même pas prévu dans le. T'es bien quand tu parles de Ron Artest, ça se voit, t'es bien. Parce qu'il passait par Indiana. Non, même pas. Même pas. À l'époque, j'étais plus bien qu'aujourd'hui par rapport à 2010. Mais non, concrètement, moi, je préférais les Celtics. Je préférais les Celtics sur cette finale 2010 là parce que j'avais vu leur évolution au cours des playoffs. On les clashait beaucoup. Et ce qu'ils ont quand même produit face aux Cavs. La domination qu'ils ont côté Magic. C'est pour ça que j'en faisais mes favoris. Parce que j'étais pas certain que les Lakers allaient répondre aux défis physiques de Boston. Et c'est là que tu vois que Gasol a beaucoup appris de 2008. Ouais, voilà. Moi, c'est pour ça que pour suivre les Lakers, pour avoir suivi les Lakers tout au long de la saison, je voyais effectivement, je te dis, ce que je disais tout à l'heure, c'est la vraie montée en puissance, quoi. On sentait que les Lakers, ils étaient en mission. La mission, c'était on retourne en finale, on va en mission jusqu'au All-Star Game. Après, j'ai l'impression que c'est après l'All-Star Game, ils ont du mal. C'est vrai. En playoff, vraiment, ils sont en mission, ils sont en mode. C'est Oklahoma qui les réveille un peu. Oklahoma les réveille un peu. C'est ça. Avec ils sont là, ils montent en puissance et tu les vois tout de suite. Tu te dis, ok, ils seront là, ils seront au rendez-vous, ils seront au mois de juin, c'est quasiment sûr. Enfin, moi, en tout cas, en tant que supporter, les réactions après cette finale gagnée par les Lakers 4-3, donc ça a été une finale très 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 serrée. Ron Artest, quand il marque son 3 points par ailleurs, il va à l'encontre du système mis en place par Phil Jackson. Il casse total, c'est pour Kobe la balle. Et après, il dit, ouais, Nick, je shoot, et il la met. D'ailleurs, c'est ça qui est incroyable. Le jeu en triangle est très très bien exécuté par les Lakers durant cette finale, parce que de 2 ans, 3 ans, c'était devenu. Je crois que c'est Kobe Bryant qui disait que c'était en fait comme la mémoire musculaire. On se retrouvait facilement sur le terrain. C'est en 2010 qu'on maîtrisait le mieux le jeu en triangle. Mais après, les deux équipes s'affrontent maintenant depuis des années. Elles s'affrontent, elles se connaissent par cœur, elles connaissent les systèmes. Donc maintenant, pour faire face et pour dépasser la défense qui est face à nous, des fois ça va être le talent individuel. Et raison pour laquelle Kobe Bryant a été élu MVP des finales 2010.